Très heureux d'être avec vous pour ce débat qui nous rassemble les mercredis et les samedis sur les ondes d'Afro Web TV. Merci infiniment de nous avoir choisis pour le décryptage de l'actualité, ces sujets qui vous intéresseront sûrement. Mesdames, Messieurs, merci à tous de votre fidélité d'écoute et surtout de votre fidélité pour partager cette émission avec les uns et les autres. Votre émission Avis de la diaspora s'ouvre aujourd'hui sur deux articulations, notamment sur le cas du Niger où le convoi de la mission Barkhane a entraîné 3 morts au total maintenant. Alors, nous en parlerons avec nos invités de ce jour. Nous irons également au Togo pour parler avec nos invités de l'inauguration de la maison de la diaspora à Lomé. Merci infiniment à tous de nous avoir choisis. Vous avez bien fait et votre humble serviteur Moïse Agbinigan, c'est moi et c'est mon nom. Je serai au micro à la réalisation pour vous. Vous pouvez participer également à cette émission en composant tout simplement le +1 319 462 89 79. Et voilà donc le numéro à travers lequel nous allons vous recevoir pendant 3 minutes pour votre intervention. Et merci pour votre compréhension. La moindre des choses que je voudrais vous demander, c'est d'éviter d'insulter sur notre antenne parce que ce sont des règles de notre média Afro Web TV et surtout de parler avec respect à nos invités puisqu'ils nous donnent de leur temps. Aujourd'hui, en invité de marque, nous avons par Duplessis, monsieur Folie Alain, on l'appelle affectueusement maître puisque c'est un maître. Il n'est plus aujourd'hui à présenter dans la diaspora africaine, Chicago, New York, dans la diaspora américaine surtout. Nous avons l'insigne honneur d'avoir à nos côtés aujourd'hui le juriste de formation et également un stratégiste, si je me permets de le dire ainsi, Maître Alain. Maître Alain, bonjour. Bonjour, bien cher Moïse, merci de m'avoir invité. Je lance mon salut patriotique à tous ceux qui nous regardent en ce moment, à tous nos auditeurs et auditrices. Salut chez vous et comment dire, installez-vous confortablement et comment dire, partageons un moment spécial ensemble avec notre cher compatriote et collègue Moïse Agbinigan. Merci beaucoup, Maître Alain, d'avoir accepté notre invitation. N'oublie pas le rendez-vous également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, dont vous faites partie de ce grand groupe de médias également. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir par Duplessis depuis New York. Merci à vous pour votre temps. Notre analyste maison, notre analyste qui nous permet également de décrypter beaucoup plus d'actualité, c'est monsieur Yempapo Yemboam. Il est acteur de la société civile et président d'association, et c'est pourquoi nous l'avons invité pour nous parler également donc de cette thématique qui concerne également concernant la diaspora surtout. Alors monsieur Yempapo Yemboam est avec nous dans nos studios d'Afro Web TV. Monsieur Yempapo, bonjour. Bonjour Moïse, et merci encore une fois de m'avoir invité pour contribuer à ma modeste façon à éclairer justement, en tout cas, les sujets qui nous sont soumis. Je dis donc bonjour à tous les téléspectateurs qui, ici aux États-Unis comme en Afrique, nous suivent. Et je salue les uns et les autres. Merci encore, c'est un honneur d'être là. Un honneur également pour nous de vous savoir, monsieur Yempapo, dans les studios d'Afro Web TV. Merci pour votre temps que vous allez tous nous accorder. Vous le savez, c'est ensemble qu'on le fera. C'est l'Afrique qui gagne sur les ondes d'Afro Web TV. Et donc, si vous êtes africain, c'est le lieu également de vous solliciter pour partager cette émission dans divers groupes, comme vous savez le faire et sur différentes plateformes. Notre premier sujet de ce jour nous amène au Niger. Nous parlons également donc du convoi militaire français qui était en route pour le Mali depuis la Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques jours, disons probablement 10 jours, dans la nuit du dimanche à lundi à Gao. Son parcours a été également émaillé d'affrontements, de manifestations qui ont fait notamment 3 morts au Niger aujourd'hui. Voilà donc le bilan. Nous sommes dans une situation où, après donc le Burkina, c'est le Niger qui perd encore des vies humaines. Monsieur Yempapo Yemboam, quel est l'état des lieux que vous faites de cette situation? Merci pour la question pertinente qui est posée.
Et pour commencer, je dois dire que avant de répondre à cette question, il est important de nous rappeler certains événements pour situer justement ce qu'est la France et ce que la France, en tout cas, a toujours été. Vous savez, je vais juste prendre un seul élément. Dans les années 2000, nous étions donc en Côte d'Ivoire et justement nous avons vu les patriotes de Charles Blé Goudé qui sont sortis pour effectivement faire barrage aux mêmes forces militaires qui s'étaient déployées aux alentours justement en tout cas de la présidence. Et ils avaient trouvé cela quand même inacceptable et les patriotes sont sortis pour leur demander de dégager. Et dans cette histoire, on a tiré justement à bout portant sur les manifestants qui étaient des milliers et on en est sorti avec des centaines de morts sur les bras ce jour-là. Malheureusement, vous avez constaté partout dans le monde, on poursuit les uns et les autres pour crimes contre l'humanité, mais malheureusement, ce dossier est un dossier fort clos et personne n'en parle. Alors, pour revenir donc à la situation actuelle, je dirais que ce n'est que la continuité de ce que la France veut faire comprendre aux pays africains qu'ils ne sont pas indépendants. Et s'ils le sont, c'est selon ces termes. Donc quand la France veut vous accorder un pan d'indépendance, alors il vous laisse faire, mais quand elle n'est pas d'accord avec vous, elle vous mate. Peu importe que cela dérange justement la démocratie dont ils se disent les défenseurs. Alors, ce convoi qui est arrivé au Niger et qui fait 3 morts là-bas est parti de la Côte d'Ivoire pour rallier justement le Niger dans la nouvelle position que l'état-major français a défini dans sa redéfinition de la nouvelle stratégie pour combattre le djihadisme au Sahel. Et les populations du Burkina Faso qui depuis un bon moment sont vraiment ahuries, sont vraiment terrorisées chaque jour, sont meurtries, sont descendues déjà à partir de Bobo-Dioulasso, qui est donc la ville frontière avec la Côte d'Ivoire, pour bloquer justement ce convoi-là, parce qu'elles estiment que la présence française est tout simplement synonyme à son absence. Parce que pendant plusieurs années dans le Sahel, la France, malgré ses engins lourds, malgré les avions, les drones qui sont déployés sur le terrain, malgré tout ce qu'elle a déployé comme matériel de renseignement et tout ça, ça n'a pas évité justement au terrorisme de devenir comme une gangrène pour l'ensemble du pays, alors qu'au départ, à l'intervention de la France, la situation était juste localisée au Mali. Et donc, comme les Burkinabés tombent chaque jour, aussi bien les civils qui sont massacrés par ces djihadistes, que les militaires qui tombent chaque jour à cause des attaques donc, de ces djihadistes, les populations ont estimé qu'il fallait tout simplement arrêter le convoi pour faire en sorte qu'au moins, même si cela ne va pas servir à combattre, que cela ne puisse pas, par hasard, tomber dans de mauvaises mains, notamment entre les mains des djihadistes, auprès desquels on a constaté l'évolution, justement, j'allais dire, le renforcement de leur capacité d'attaque,
qui se traduit par les nouvelles armes qu'ils ont acquises, des armes véritablement performantes qui leur permettent, dans le cas par exemple de l'attaque de Inata, de pouvoir atteindre des cibles à hauteur de 2000 mètres, c'est-à-dire à hauteur de 2 km. Donc, les populations ont compris que certainement, ces armes puissantes-là, étant donné qu'elles ne sont pas fabriquées en Afrique, sont forcément données de quelque part d'autre, et c'est pour ça qu'elles ont tenté, à partir de Bobo déjà, de bloquer. Mais l'autorité a fait en sorte que malheureusement, effectivement, cette force-là puisse franchir la barrière de Bobo, et arrivé à Ouagadougou, les populations de Ouagadougou également sont sorties. On a assisté donc aux mêmes situations. Ils ont pu se faire filtrer et ils sont passés et arrivés à Kaya, une population vraiment qui vit la terreur depuis un moment a décidé définitivement de bloquer le convoi. Et pendant au moins 3 jours, les populations sont restées sur place, ont dormi sur place, ont veillé pour s'assurer que ce convoi ne passe pas. Mais nous avons constaté malheureusement qu'avec la coupure de l'Internet au Burkina Faso, et voilà, avec l'autorité, ils se sont débrouillés justement à passer finalement. Et c'est ce convoi qui arrive donc enfin au Niger. Il faut d'ailleurs relever que même à Kaya, les soldats français ont ouvert le feu. Et nous avons eu en tout cas des blessés à Kaya, même si les soldats français ont dit que ce n'est pas sur la base de leur tir. Et maintenant, on arrive donc au Niger où, vraiment de manière spectaculaire, on constate que l'armée française, qui faisait donc face à la foule, ouvre le feu et appuyé par une aviation aérienne. Il y a un avion qui est venu larguer, je ne sais pas si vous avez suivi les informations comme moi, nous ne savons pas si c'est vraiment des gaz lacrymogènes qu'ils ont tiré sur la foule ou bien c'est vraiment, je ne sais pas, c'est des engins capables de tuer, on ne sait pas. Mais toujours est-il que 3 personnes en sont mortes. Et la France, encore aujourd'hui, à tue-tête, nous fait croire qu'elle n'a pas tiré sur les populations. Donc voilà un peu, M. Moïse, cette petite genèse-là que j'ai voulu faire, en repartant justement un peu en arrière, pour expliquer que ce n'est pas un premier acte que la France, en tout cas la France brutale, militaire, tient de tels comportements, et pour finalement revenir donc sur la situation et expliquer comment est-ce que de manière difficile le convoi a fait donc la route jusqu'à ce que finalement on trouve des enfants africains qui se trouvent massacrés, assassinés dans cette histoire. Merci M. Mpapou d'avoir planté encore une fois le décor. Alors Maître Alain, dites-moi, ce n'est pas la première fois que cette situation prévaut en Afrique et aujourd'hui le Niger vient de perdre encore des vies humaines. Oui, pour réagir par rapport à cette analyse, je voudrais d'abord m'incliner devant cette perte d'Africains, des jeunes Africains qui luttent comme leurs aïeux, leurs grands-parents qui ont lutté pour les indépendances africaines. Et je salue leur mémoire. Je présente au nom de notre diaspora africaine nos condoléances à toutes les familles attristées et surtout notre solidarité à la communauté africaine qui lutte depuis des siècles pour avoir son indépendance réelle sur les ressources de l'Afrique, parce que c'est des ressources de l'Afrique qu'il s'agit. Et notre frère
mon interlocuteur a bien fait de nous situer dans le temps par rapport aux événements de décembre 2004 avec les patriotes en Côte d'Ivoire. Donc, les patriotes qui étaient des manifestants proches du président Gbagbo et qui ont réagi par rapport aux activités quelque peu inacceptables et illicites de l'armée française en Côte d'Ivoire. Et on a vu ce que ça a créé. Ça a créé une spirale de violence. Et cette spirale de violence a fait que l'armée régulière ivoirienne aussi a tiré sur une base militaire française. Et Paris a réagi, a rétorqué automatiquement le lendemain et a donné l'ordre. On a vu le massacre en grand nombre des Africains. Et tout cela témoigne du mépris que la France des oligarques a vis-à-vis des Africains. Il faut se demander si la présence militaire française telle qu'elle se présente aujourd'hui en Afrique est justifiée ou bien justifiable. Pourquoi est-ce que la France maintient toujours un nombre si important de ses contingents militaires dans les pays africains? Et d'abord, avant de rentrer même dans une analyse un peu plus approfondie, je veux réagir un peu aussi par rapport à une remarque que notre frère vient de faire par rapport au mutisme de la presse occidentale sur les événements de Kaya et de Terra. De Kaya au Burkina Faso et de Terra au Niger, où des populations indignées se sont attaquées au convoi des militaires français. Je me demande si c'est à cause de la jurisprudence qui prévaut et que notre frère Yamboam a établi. Je crois qu'on peut faire l'analyse à partir de là, parce qu'il y a un antécédent et ça a causé une spirale de violence pas possible en Côte d'Ivoire. Et maintenant que l'armée française voulait dégager la voie pour pouvoir arriver à Gao à partir de la Côte d'Ivoire, ils ont compris, sûrement qu'ils sont en contact avec l'Élysée, et compte tenu de l'histoire, bon, ils ont dit ben, il faudrait plutôt laisser la responsabilité aux armées locales de revendiquer tout ce que vous allez faire pour pouvoir vous frayer un chemin pour pouvoir atteindre votre destination. Donc, c'est peut-être dans le souci d'éviter cette spirale de violence, parce que la France, elle est décriée en Afrique, et généralement on parle de sentiments anti-français, ce n'est vraiment pas le cas. Et notre diaspora aujourd'hui très éparpillée a une présence importante en France. Nous aimons les Français et les Françaises, nous les marions, nous faisons des enfants avec eux. Donc ce n'est pas un problème anti-français, c'est cette oligarchie française qui, depuis les années des indépendances, et cette classe politique qui maintient et la France et le précaré français dans un statu quo permanent pour pouvoir siphonner les ressources de ça et là, en France, tout comme en Afrique. Donc,
je pense que la question de la présence de l'armée française en Afrique irrite les Africains. Et donc dans la discussion, nous allons revenir. Et justement, ça irrite beaucoup de personnes, ça irrite beaucoup d'attention également. Alors, Monsieur Mpapou Yambouam, ne trouvez-vous pas qu'on culpabilise trop la France et puis l'armée française n'a pas dit qu'elle a tiré sur les populations? Justement, notre problème en Afrique depuis un certain temps, c'est qu'il y a une certaine frange qui a commencé à penser que non, les Africains tirent tellement sur la France, comme si la France était la seule responsable. Non, nous ne sommes pas en train de dire que la France est seulement responsable. Mais dans ces situations-là, on n'a pas besoin que la France dise que c'est elle qui a tiré, pour savoir que c'est elle qui a tiré. Au Burkina Faso, ils ont eu quelque chose qui a milité en leur faveur. C'est-à-dire que lorsque le problème s'est posé, ils ont fait appel donc à la gendarmerie locale qui est venue donc pour sécuriser leur position. Et donc, à partir de ce moment, ils se sont dédouanés en disant que ce n'est pas eux qui ont tiré sur les manifestants. Mais vous allez constater également que du côté burkinabé, les gendarmes n'ont pas dit qu'ils ont tiré sur la population. Alors, qui a tiré sur la population? Voilà le débat. Alors, de l'autre côté, au Niger, Dieu merci, lorsque les armes ont crépi, il n'y avait pas encore de soldats nigériens sur le terrain. Ceux qui ont suivi les choses directement, dans les vidéos existent, vous verrez que c'est les soldats français qui eux-mêmes sont sortis de leur véhicule, se mettent en position avec des armes à la main en face des populations. Et pendant que donc, les populations essayaient donc de leur jeter des pierres et tout ça, on a vu un avion militaire venir passer au-dessus de la population en larguant justement ce que je ne sais pas identifier parce que c'est sorti comme des boules de feu et est descendu sur les populations. Est-ce que c'est des armes qui peuvent tuer qu'on a lâchées? Est-ce que c'est des gaz lacrymogènes pour faire disperser les populations? Toujours est-il que les vidéos sont là. Ça, c'est des faits. Mais comme ces gens-là n'ont vraiment pas honte, ils continuent de nier qu'ils n'ont pas tiré sur la population. Mais au Niger, ils n'ont pas sur qui se reposer parce que au moment où ça s'est passé, les militaires nigériens n'étaient même pas encore là. Les soldats, les gendarmes militaires n'étaient pas encore arrivés sur les lieux. C'est ça le véritable problème. Et vous avez écouté les populations qu'on a interviewées sur place. Ceux qui étaient sur place ont dit que c'est l'armée française qui a tiré. Et que c'est après le passage de l'avion qu'ils ont commencé à entendre les tirs. Donc, pour vous dire que ce que je suis en train de vous dire n'est pas quelque chose de faux. Maintenant, pour vous faire comprendre que la France, elle a toujours été coupable. Ici, ils disent qu'ils sont en train de venir aider les Africains à lutter contre le terrorisme. Mais je vais vous donner un autre exemple. À l'entame de mon propos, je n'ai pas voulu être très long, c'est pourquoi j'ai juste pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous avez certainement entendu parler du camp de Thiaroye. Le camp de Thiaroye, c'est ce camp-là qui a été créé donc par la France au lendemain donc de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque les tirailleurs sénégalais sont allés aider la France à se libérer des nazis et aider le monde à rétablir la paix, lorsque ces contingents africains ont commencé donc à demander effectivement qu'on puisse leur reconnaître leur mérite, on est allé créer donc le camp de Thiaroye au Sénégal et on les y a cantonnés.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé au camp de Tchernoï? Je crois que c'était même le 1er janvier, si ma mémoire est bonne, que ces militaires africains, parce qu'ils ont réclamé justement qu'on leur paye leur prime, la nuit, pendant que ces militaires-là étaient en train de dormir, exactement comme on a fait dans l'attaque des soldats au camp de Inata, l'armée française est venue larguer des bombes sur le camp, tuant des centaines de braves militaires sénégalais, ceux-là qu'ils appelaient tirailleurs sénégalais, qui sont allés battre à leur côté. Vous comprenez? Ça dit, dans cette histoire-là, c'est des Africains qui sont allés se battre pour eux. Mais ça ne les a pas empêchés de les assassiner. C'est juste pour vous dire que c'est dans leur sang. Ils veulent nous faire comprendre qu'ils ne nous considèrent pas plus que des singes. Le mot est fort, mais il faut que je vous le dise concrètement. Parce que nous le voyons, même à travers nos braves sportifs, on les insulte dans tous les stades, en imitant des cris de singes. Les gens n'ont jamais accepté notre statut d'homme. Et on veut nous le faire comprendre jusqu'à aujourd'hui. C'est cela la réalité. Il n'y a pas autre chose. Et puis, dans ce convoi-là, il y a quand même quelque chose de très marquant. Le convoi est parti d'Abidjan, où effectivement la France a joué des pieds et des mains pour mettre quelqu'un qui nous contrôle de bout en bout. De qui voulez-vous parler? Je parle de Ouattara. Et tout le monde le sait. Parce que c'est par la guerre que ce monsieur a été installé. Ce n'est pas par la volonté populaire. Et ensuite, tout le monde a vu, pour montrer effectivement que la Côte d'Ivoire, que Ouattara est sous la coupole de la France, la CEDEAO s'est réunie et a pris une décision pour la création de la monnaie. Et Macron s'est levé et est allé à Abidjan. Lui et Macron seulement ont remis en cause cette monnaie-là. Il y a d'autres présidents qui ont accepté. Écoutez, il faut arrêter ça. Si d'autres présidents devraient aussi collaborer, normalement, ça devait être dans le cadre de la CEDEAO. Ce n'est pas que le président français vienne prendre la décision à Abidjan avant que les autres ne viennent, comme on le sait, par peur, certainement, pour revenir sur leur décision. Mais il y a des présidents qu'ils n'ont pas pu faire fléchir, tels que le président guinéen, qu'on a fait tomber, tel que le président nigérien, qu'on est en train d'attaquer partout aussi, à cause de sa position. J'ai une question personnelle pour vous en une minute. Est-ce que véritablement vous pensez que lorsque, par exemple, le président ivoirien ne sera pas d'accord avec la France, sera tombé comme les autres présidents, comme Kadhafi et autres? Mais vous comprenez, la France s'en fout de votre visage. Que vous soyez beau, que vous ne soyez pas beau, que vous les ayez aidés de par le passé ou pas, une fois que vous prenez une direction qui marche sur ce qu'elles appellent leur intérêt, la France vous marchera toujours dessus. Et c'est cela qui traduit justement le laxisme incompréhensible de nos présidents. C'est cela. Il n'y a pas autre chose. Nous avons vu, juste parce qu'il y a cette incompréhension-là, avec Kadhafi, on a vu comment on a déployé tous les moyens pour faire assassiner quelqu'un, pour détruire un pays. N'est-ce pas que Kadhafi ne voulait pas être d'accord avec eux? C'est pourquoi ces situations désastreuses ont... Tout le monde le sait, parce que Kadhafi voulait sortir l'Afrique, justement, de, je ne sais pas, de cette dépendance qui ne finit pas, notamment en voulant mettre sur pied un fonds africain qui devait éviter que les pays africains aillent vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour prêter de l'argent. Kadhafi avait mis les fonds disponibles pour cela et les pays avaient la possibilité d'aller y prêter de l'argent et de rembourser à 0%. Vous comprenez?
Donc c'est pas pour rien qu'on a assassiné Kadhafi. Tout ce qu'on a raconté, c'est un dictateur, c'est quoi et quoi, tout le monde sait que effectivement, sous Kadhafi, la Libye s'est toujours bien sentie, mieux que sous les autres régimes. Donc voilà un peu, c'est une situation qui explique tout simplement la volonté de la France à ne pas se désengager de l'Afrique, et vous allez constater que le fait qu'on redéploie le commandement de la force Barkhane au Niger n'est pas une chose anodine, parce que effectivement au Niger c'est quelqu'un d'autre qu'ils ont aussi amené. Tout le monde a vu les élections, comment les élections se sont passées. Voilà, les élections se sont déroulées où l'opposant au premier tour a eu une avancée vraiment irrécupérable. Et mieux, au second tour, d'autres partis politiques se sont ajoutés à lui, mais qu'on vient de dire que c'est l'autre qui a remporté les élections. Nous savions que ça devait se terminer comme ça. Vous savez que la chose qui effraie le plus la France, c'est, comment on appelle ça, l'uranium qu'elle exploite. Et cet uranium-là est exploité au Niger. Donc, c'est le groupe Areva qui exploite l'uranium. Et vous savez que c'est à partir de l'uranium-là qu'ils font leur histoire de bombes et tout ce que vous voulez. Leurs armements, tout. Le nucléaire est fondé sur l'uranium, justement, et nigérien. Et c'est à cause de ça qu'ils sont en train de quitter les autres pour aller renforcer leur présence au Niger et faire en sorte à sécuriser le Niger. Le reste là, c'est tout. Il n'y a pas autre chose, ce n'est pas pour protéger un pays ou quoi que ce soit, c'est juste pour faire en sorte que personne ne puisse mettre la main sur l'uranium nigérien. On va revenir dans quelques instants sur la présence de la France au Niger, mais pour l'heure...